Bonjour, dans la vidéo du jour, on va répondre à une demande que l'on nous fait depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'on va rentrer un peu plus dans l'usage spécifique des outils. Pas un projet, mais véritablement regarder comment on utilise un outil, enfin notre façon en tous les cas d'utiliser un outil, ça ne veut pas dire que ce soit le seul. C'est des méthodes qui sont validées par pas mal de tourneurs et donc je vais partager avec vous. Alors aujourd'hui, on va commencer avec la gouge à dégrossir, qui est sûrement un outil que tous les tourneurs possèdent dans leur trousse à outils. Donc là, c'est la forme anglaise. Donc on est sur une gorge profonde, un affûtage droit. Ça c'est la petite, mais on a fait une vidéo déjà sur les gouges à dégrossir où j'explique un peu mieux les différents modèles. Donc n'hésitez pas à aller la revoir, comme ça au moins je vais pas vous faire perdre du temps là-dessus aujourd'hui. C'est un outil spécifiquement pour le tournage entre pointes, c'est-à-dire que les fibres du bois sont dans ce sens. On ne s'en sert pas pour dégrossir un saladier, un bol ou toute autre pièce donc avec les fibres à 90 degrés par rapport au banc du tour. C'est strictement inutile, c'est d'ailleurs très fortement déconseillé. Restez toujours tournage entre pointes, voilà, vos fibres sont dans ce sens-là. De préférence, tournage entre pointes, c'est un outil, je vous dis ça parce que vous pourriez très bien avoir serré ce morceau de bois par exemple sur mandrin et pas avoir de contrepointe. Si vous faites ça, mettez quand même dès que possible la contrepointe en appui parce que c'est un outil qui peut entraîner des coups ou des efforts quand même nettement supérieurs qu'un outil plus petit parce que le bois n'est pas régulier. Donc, un peu plus de sécurité n'est pas un mal. On tourne d'ailleurs à des vitesses relativement élevées. Alors, lorsque je dis ça, vous allez voir, là, j'ai déjà réglé avant, je vais être aux alentours de 1700-1800 tours lorsque c'est encore un carré approximatif. On voit que c'est pas très régulier, ça n'a pas été repassé à la rabot. Donc, avec cette machine-là qui pèse 170 kg, et qui a un moteur de 2 chevaux, je peux me permettre de tourner à 1700 tours. Ça ne veut pas dire que si vous employez une machine plus légère, il n'est pas préférable quand même de baisser un tout petit peu. Par contre, pas à basse vitesse. Donc essayez toujours d'atteindre la vitesse la plus élevée possible en fonction de la machine et en fonction de la pièce. Lorsqu'on travaille sur ce type de choses, encore plus si c'est une bûche que vous mettez entre pointes, pensez un peu à la sécurité. Moi je préférais une visière. Là je vais mettre que des lunettes parce que le minimum c'est quand même de se protéger les yeux, mais avec une visière ce ne serait pas très audible, on n'entendrait pas très bien parler. Donc là ces lunettes, en général préférez une protection intégrale du visage. Déjà d'une parce qu'il peut y avoir des choses qui se détachent. Il y a un petit morceau d'écorce qui s'est détaché lorsqu'on a mis la machine en route pour la première fois. C'est pas très dangereux en soi, c'est pas agréable non plus et ça peut toujours être plus important. Donc pensez à vous protéger un minimum lorsque vous faites ça. On va pas mettre d'aspiration en route pour le bruit. Si vous le pouvez, n'hésitez pas, une fois de plus, mais pensez au minimum à vous protéger le visage. On va partir un peu plus dans les détails, donc je vous demande de me suivre dans cette vidéo. Donc là, vous voyez un peu la forme de la gouge. En général, on parle d'un angle d'affûtage à 45 degrés. Bon, je pense que tout le monde sait que je ne suis pas féru des angles avec précision, mais ça peut vous servir de base si vous avez un affûtage à reprendre. Alors, on va parler un petit peu de la position du porte-outil. Le point de coupe avec la gouge va se passer dans le centre ou de préférence au-dessus, jamais en dessous. Donc, selon la dimension de la pièce, on positionne le porte-outil en sachant que, en général, l'outil va se tenir orienté vers le bas. Donc, puisque on se tient comme ça, il faut vraiment regarder que votre outil puisse couper et que le point de coupe donc se situe au-dessus
de la hauteur des pointes. Hein. Voilà. J'ai mon porte-outil qui dépasse de ma pièce parce que je suis droitier. Donc pour moi, le plus évident, c'est que mon outil travaille de gauche vers la droite. Dans l'autre sens, à un moment donné, je vais être dans mon propre chemin et je vais me gêner. Donc, je vais plutôt dégager mon outil vers la droite et pour être sûr que je dégage bien, que je finisse bien la coupe à la fin, je l'ai mis plus loin. Je l'ai mis plus loin aussi parce que le point faible de la majorité des porte-outils se situe lorsqu'on est dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'un grand coup à l'extrémité peut éventuellement abîmer le porte-outil lui-même. Je préfère éviter, c'est un porte-outil qui est assez long, j'ai largement la zone pour travailler, donc je ne vais pas me gêner. On va revenir un peu sur l'outil. Ce qui ne va jamais couper, ce sont les pointes. D'accord ? Donc, lorsque je vais travailler vers la droite du porte-outil, mon point de coupe va se situer entre le centre et à peu près ce point ici, de façon à ce que ces derniers millimètres là et la pointe n'entrent pas en contact avec le bois. Bien sûr, vu que je suis là, celle du haut, il ne faut pas qu'elle rentre en contact non plus. Ce qui peut se passer, lorsqu'on dit qu'on accroche avec une gouge à dégrossir, c'est ou que l'on a effectué un faux mouvement, on est vraiment rentré dans le bois, après je vais vous expliquer comment éviter ce genre de problème, ou que la pointe est rentrée en contact. Alors déjà, vous voyez, on a envie de faire ça, il y a un gros morceau qui saute, ça fait jamais plaisir et ça fait beaucoup de bruit. Alors, une gouge à dégrossir en tant que telle n'est pas difficile. Si je la pose sur le porte-outil, je la présente droite, et que je rentre dans le bois, ça va sortir des copeaux. Il n'y a pas à proprement dire des soucis avec ça, sauf en termes de finition. Je vais vous faire voir. Alors, au départ, c'est un peu faussé parce que lorsqu'on est sur ces états de surface-là, on n'aurait pas de vraiment bonne finition, mais je vais quand même vous montrer. Droite, je me présente. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ça entraîne dans mon mouvement un peu des hésitations. Et alors, ça va peut-être être difficile à voir la caméra. C'est un frêne, donc j'ai un peu triché aussi. C'est un bois quand même qui se coupe relativement bien et de façon très régulière. Mais j'ai un peu des bosses qui sont venues là. Quand le bois est plus fibreux, ça s'accentue beaucoup plus. Donc, je vais essayer de ne pas travailler comme ça. Je vais essayer déjà d'utiliser en fait une technique que l'on va retrouver avec d'autres outils beaucoup plus tard. C'est-à-dire que je vais essayer de faire talonner un petit peu. Alors, lorsque je dis talonner, c'est en fait, je vais guider mon outil de coupe en prenant appui sur la surface que je viens de couper avec le talon. D'accord ? C'est lui qui va indiquer la direction dans laquelle je vais aller. Donc, je vais poser mon outil sur le porte-outil. Je vais éloigner les pointes du bois. Donc, comme ça pour la pointe du bois, comme ça pour la pointe du haut. Du coup, je retrouve bien la zone de coupe que j'ai montrée avant. Et je vais venir contre le bois sans couper, de façon à avoir mon appui. Là, je vais chercher un petit peu mon talonnage et je vais baisser mon point de coupe jusqu'à ce que je vois un copeau. Alors, ça se verra peut-être pas très bien à la caméra parce que ça va être un petit copeau au départ. Une fois que je l'ai, j'avance. Et je vais donc avancer en talonnant. Je pose sur le porte-outil. Loin du bois, faut pas que l'outil touche d'abord au bois parce que sinon ça va faire du bruit.
J'éloigne mes pointes. Donc, celle de droite, celle de gauche. Je viens toucher au bois sans que ça coupe. Et je cherche mon point de coupe. Hop, je l'ai. Là. J'avance. Donc, l'orientation de mon outil est faite en fonction de ce qui se passe derrière. On pourrait aller beaucoup plus vite, mais là, c'est pas le but. Parce que ce que je cherche à obtenir, c'est quand même déjà un maximum de finition. Alors vous allez me dire, ça sert à rien parce que cette surface va disparaître. Et c'est vrai, quand on est dans un tournage de production, j'irai beaucoup plus vite. Là, c'est un peu le plaisir de la coupe. Bon, on va faire attention parce qu'il y a eu des habitants dedans. Mais c'est un peu le plaisir de la coupe, donc je cherche pas à aller extrêmement vite non plus. Alors, il y a eu un changement de bruit pendant la coupe, hein. Donc on va regarder un petit peu. Il ne faut jamais hésiter d'arrêter le tour et de jeter un œil. Il devait y avoir ou une fente ou quelque chose. Alors c'est peut-être ce nœud, mais quand il y a un changement de bruit comme ça, il faut le vérifier ça. On ne sait jamais qu'il y avait une fente que vous n'avez pas vue et un morceau de bois qui est prêt à sauter. Il vaut peut-être mieux faire sauter le tour à l'arrêt. Alors pas à la main, mais avec un tournevis ou quelque chose, ou avec un ciseau à bois même, de façon à ce que pas que vous le preniez dans la figure. Je suis là, c'est pas rond, mais je vais décaler mon porte-outil de façon à pouvoir faire le côté gauche. Et là, je vais être obligé de travailler dans l'autre sens. Donc en fin de compte, je vais essayer de passer la main que vous puissiez voir. Hein, là où ici, je m'éloignais, là, je vais tirer vers moi. Alors, la position est très importante de façon à ce qu'on ne se gêne pas soi-même le passage de l'outil. Si je me mets au milieu, que j'arrive là, mais je ne peux plus, donc je vais faire ça. Et je vais obligatoirement quitter la coupe. Donc je me mets un peu loin, ce n'est pas une surface énorme en longueur, et je vais venir juste couper ça. La raison, c'est que du coup, je vais commencer à limiter la surface qui n'est pas équilibrée, hein, parce que ça c'est déjà quand même plus équilibré qu'ici, et je vais pouvoir augmenter ma vitesse de rotation. Je vais avoir beaucoup moins de contraintes sur la machine. Bon, une fois de plus, ça fait 170 kg, c'est un peu moindre problème, mais je vais quand même essayer d'augmenter la vitesse tout en réduisant le risque de vibration créé par rapport à ça. Alors très important, on coupe toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire que j'avais une surface ici plus haute que là, hein, vous voyez là, on part toujours d'un point haut vers un point bas, on ne remonte jamais. Pareil, on ne part pas de l'extérieur pour rentrer dans le bois, on se choisit un point d'appui et on coupe. Alors, donnez quand même le temps à l'outil de couper le bois. C'est-à-dire, n'essayez pas de forcer. On a rarement besoin de force. La seule force que j'exerce, c'est la main gauche, parce que je suis droitier. C'est la main gauche qui appuie l'outil sur le porte-outil pour éviter ça.
Donc, si je me mets dans cette position, c'est mon pouce qui tient l'outil sur le porte-outil. On ne veut pas ça, on veut ça. Je commence à avoir un peu d'espace entre le bois et le porte-outil. Je vais en profiter pour revenir dans ce coin-là. Donc, je me mets au plus près. Par contre, n'hésitez pas à faire tourner à la main, juste pour être certain que rien ne vient toucher. C'est pour ça que vous me voyez, même quand je parle, en permanence faire ça. C'est un peu maladif, mais bon. Là, on est au nœud. Je ne sais pas si ça va s'entendre. Et là, je commence à avoir une surface beaucoup plus lisse. Donc, le bruit est très indicateur de l'état de surface. Et on se rappelle toujours un petit peu comment était sa pièce. Hein. Donc, on peut savoir au bruit où on en est. Essayez d'écarter un peu mes doigts pour que vous y voyez mieux. On prend bien notre photo, comme ça fait ça. Alors le but c'est d'essayer de l'amener au rond sans perdre du bois inutilement. En général, la gouge à dégrossir sert uniquement comme préparation à un autre outil pour donner une forme particulière. Donc c'est pas trop la peine d'aller enlever du bois inutilement. Voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir donc en talonnant avec une gouge à dégrossir de 19, hein, c'est pas un outil extraordinaire, dans du frêne, donc qui est un bois avec un grain quand même assez fin, à mon opinion, assez serré, qui se coupe, comme vous avez pu le voir, relativement bien. Donc là on peut prendre du plaisir avec une gouge à dégrossir. C'est sûr que si vous mettez une bûche, ça va faire beaucoup plus de bruit, ça va taper beaucoup plus fort, que ce soit sur l'outil ou sur la machine par la suite. Donc il va falloir se tenir un petit peu plus, la main gauche en tous les cas, un peu plus fermement sur l'outil. Hein? Voilà, je ne sais pas si on voit bien à l'image la finition, ça c'est brut d'outil, non poncé. Je ne sais pas si je devais poncer ça pour une raison quelconque, si j'avais besoin que ça reste donc un cylindre comme ça. Ouais, peut-être comme on sait du 240, je pense qu'avec un grain plus grossier, j'abîmerais plus qu'autre chose, je rayerais plus qu'autre chose. Bon, c'est pas toujours le cas, c'est un peu selon les essences de bois. Hein. Donc, si vous êtes sur un bois fibreux que vous n'obtenez pas cette finition-là, ne croyez pas obligatoirement que vous n'avez pas travaillé comme il faut. Voilà, ça c'est ce qu'on obtient à la gouge à dégrossir. Bon, ce qu'on peut savoir quand même, c'est que la gouge à dégrossir peut aussi servir comme gouge à profiler selon l'utilisation que l'on fait, donc surtout donc en talonnant. Si je fais un manche d'outil, donc des courbes très longues, plutôt que d'essayer de faire ça avec des gouges à profiler de 13 ou ce genre de choses, je vais plus avoir tendance à utiliser cet outil-là. Donc je vais vous montrer, je vais faire juste un léger creux, ça portera assez peu d'intérêt, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. C'est exactement la même chose qu'avec une gouge à profiler. Hein. On ne remonte pas, donc je fais un peu le côté gauche, faire le côté droit, et je m'arrête au fond.
on sort complètement de l'usage de son nom original, hein, de gouge à dégrossir, et on peut donc faire des formes très longues. Comme je vous disais, manche d'outils, je pose pas cet outil là, je fais tout avec ça. Hein, voilà. Donc là on a vu un petit peu les applications premières, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais les applications premières de la gouge à dégrossir. Voilà, je pense que je vous ai montré ce que l'on peut faire au départ avec une gouge à dégrossir. Comme je disais précédemment, peut-être d'autres usages où vous allez en trouver d'autres. C'est pas un outil de creusage, ça c'est sûr. N'essayez pas de creuser des boîtes avec, n'essayez pas de creuser un saladier avec, ça va pas se passer comme il faut. Juste un petit mot sur le tour à bois, comme dans les dernières vidéos, j'ai utilisé un Record Power, un Envoy, donc 2 chevaux, 1500 watts avec variateur de fréquence. Le gros avantage que l'on a pour les vidéos, c'est que c'est une machine qui fait vraiment très peu de bruit, donc c'est très agréable à utiliser dans ce contexte-là. On n'a pas mis d'aspirateur, pas d'aspiration, c'est pour ça que les copeaux et la poussière, vous l'avez vu, un peu voler par rapport au bruit. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça non plus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous le signaler si vous l'aimez et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez toujours avisé lorsqu'on a de nouvelles publications. Moi, je vous dis à bientôt.